bon, c'est un projet un peu particulier. La chance, c'est qu'en fait, on a pu se préparer longtemps à l'avance sur ce dossier-là. C'est donc dans le cadre de réhabilitation, je ne sais pas comment on dit, la réhabilitation de la place Pierre Delcourt. Donc voilà, c'est un chantier un peu particulier pour nous parce que vous voyez, d'habitude on est dans les champs ou alors on voulait, par exemple ici à Médiathèque, là c'est moi qui choisis où j'ai envie de faire mes trous en fonction des vestiges que l'on veut trouver. Là c'est très particulier, on a dû s'adapter en fait à un projet. C'est une place qui fonctionnait, hein, donc c'était très problématique. Hein, voilà, gros problème en termes de place de stationnement. Les archéologues ne peuvent pas s'installer là pendant 2 mois et fermer toute la place, c'était pas possible. Donc en parfaite concertation avec Valenciennes Métropole, avec la ville de Condé, avec ma hiérarchie à INRAP, ben voilà, il était décidé, et avec le service régional d'archéologie, il ne faut pas que je l'oublie, il était décidé de faire 3 tranchées. J'ai pu implanter moi-même mes tranchées là, à peu près je voulais. Il y avait une petite hypothèse de travail sur ce qu'on pouvait trouver en dessous. Donc en accord avec tous les différents intervenants, on a décidé de faire 3 zones de fouilles. Comme c'était compliqué bien entendu pour le stationnement, ben on a décidé de faire une zone, de la reboucher, une deuxième zone rebouchée et une troisième zone rebouchée. C'est un diagnostic un peu compliqué pour ça, mais bon, voilà. In fine, tout s'est très bien passé et on a quand même pu faire notre diagnostic et tout le monde est content. Donc voilà. Alors, pour montrer, voilà, c'est pas un diagnostic habituel hein, déjà. Bon, on se retrouve en pleine ville, dans une zone qui est vivante, qui fonctionne. C'est une place publique avec des voitures qui passent partout, place de parking. Donc il a fallu nous protéger, nous archéologues, protéger parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on fait des trous profonds. Et il faut surtout pas oublier que l'emprise que vous voyez là, en fait, à chaque fois qu'il y a un projet, c'est une prescription préfectorale, c'est-à-dire que c'est le préfet qui ordonne un diagnostic archéologique. Donc c'est pas un geste anodin quand même. Et nous, lorsqu'on intervient sur le terrain, on signe une sorte de mise à disposition du terrain, c'est-à-dire que dès que cet accord a été signé, l'INRAP est responsable du diagnostic, c'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'intérieur du diagnostic, nous sommes responsables, et là en l'occurrence, responsable d'opération. C'est moi, donc il y a intérêt à protéger parce que le moindre accident, en fait, c'est pour la responsabilité de l'archéologue qui est à l'intérieur. Donc, par convention, il était convenu que tout soit bien fermé, qu'il y ait des grilles qui ferment bien le chantier, avec un espace assez large pour mettre des terres. Tout ça, c'est calculé, c'est un chantier un peu complexe, mais ça s'est relativement bien passé. Une place pour mettre notre cabane de chantier. Voilà. Après, voilà, on a un engin de 15 tonnes quand même. C'est une petite machine, hein, elle ne fait que 15 tonnes, mais quand même, il a fallu manœuvrer la machine. Penser à la manœuvre des camions, la rotation très régulière des camions. Heureusement, ça s'est très bien passé. Là, même chose, en partenariat avec Valenciennes Métropole, avec la société FH, on a pu bien se débrouiller. Donc voilà, c'était un pli à prendre et voilà, ça c'est le rôle un peu, c'est aussi le côté amusant du métier archéologique, c'est qu'on ne fait pas que des fouilles, mais il faut également coordonner avec les différents intervenants et voilà. Et c'est une responsabilité, donc ça c'est aussi, voilà. On passe aussi beaucoup de temps à gérer les petits problèmes qui apparaissent, voilà. Les camions qui ne peuvent pas passer, les gens qui se garent mal, et des choses comme ça. Voilà, je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on faisait un trou, on devait reboucher après, donc ça aussi c'est pas courant dans le cadre d'un diagnostic. C'est-à-dire, vous voyez, notamment on a terminé la première tranchée, hop, la société FH est venue reboucher les tranchées convenablement pour que le parking puisse reprendre. À chaque fois, on perdait à peu près une quinzaine de places de parking à peu près. Donc à chaque fois, il fallait rattraper ces places de parking, recompter les places de parking, pour être sûr que j'en ai pas pris une de trop. Mais c'est de l'humour, hein, mais bon. Mais n'empêche. Mais donc voilà, c'était très, très amusant. Et d'ailleurs, si vous allez sur la place actuelle, vous voyez toujours un peu les balafres, entre guillemets, on voit encore les traces, vous pouvez très facilement reconnaître l'emplacement de nos tranchées. Voilà, pour montrer, voilà, simplement l'équipe, hein, donc je suis pas tout seul en tant qu'archéologue, c'est chaque fois une équipe. Bon, on n'était pas une grosse équipe, là ça paraît beaucoup comme ça, mais en moyenne on était deux voire 3. Mais donc le responsable d'opération, une technicienne ou un technicien pour fouiller. Comme on a trouvé des sépultures, en fait j'ai eu droit à la présence également d'une, voire 2 archéologues, anthropologues également sur le terrain. Un topographe également qui vient faire les relevés très précis au centimètre près de tout ce qu'on trouve. Et le dernier membre de l'équipe, dont on ne parle jamais, en fait c'est le conducteur de l'engin de l'appel mécanique, qui est donc engagé par INRAP. Et en fait c'est une société qui a l'habitude de travailler avec nous. C'est vraiment la troisième personne de l'équipe. C'est quelqu'un qui a vraiment l'habitude de travailler en archéologie.
Donc il me connaît, je le connais, et en fait moi je le fais bouger rien qu'avec mes deux doigts, et il sait très bien ce qu'il doit faire. Ça peut paraître bizarre de faire de l'archéologie avec une pelle de 15 tonnes, mais dites-vous que plus la pelle est grosse, plus le travail est précis. En fait, c'est une question vraiment de puissance de machine, c'est assez paradoxal. Mais là, avec une machine de 15 tonnes, on fait déjà un travail très très précis. Et si je lui demande de m'enlever 1 cm de terre, il va enlever 1 cm de terre. Donc là, on a vraiment... c'était une personne très très importante dans l'équipe également. C'est une opération un peu spéciale aussi parce que d'habitude on est tranquille. Bon là on était tranquille, si par exemple sur la Mediatek il n'y avait personne autour, les gens qui viennent promener leurs chiens, mais bon c'est tout. Là on est en plein milieu d'une place. Les premiers temps ça a été il n'y avait pas trop de personnes. Le problème c'est quand, vous l'avez là tout à l'heure, on a trouvé des squelettes. Là c'était un peu le rush, on a commencé à avoir beaucoup de monde autour des tranchées. Et là en tant que responsable d'opération, c'est une gestion avec un... vous ne pouvez pas ignorer les gens et en plus les gens sont très intéressés. Donc il faut discuter, bon là c'est mon collègue là, qui commence à discuter, donc il a fallu discuter un petit peu avec tout le monde. Et c'est important, la communication, le rendu à la population, parce que les gens se posent des questions, voilà, ils ne savent pas pourquoi il y a des fouilles, pourquoi on trouve des squelettes. Donc voilà, ça c'est une partie également importante de notre métier, c'est faire de la communication. Des fois ça nous prend un peu de temps, des fois on est un peu stressé par le boulot, voilà, on tombe sur un squelette, c'est un peu de stress, mais bon, il faut également prendre du temps pour expliquer aux gens, et là notamment c'est des petits souvenirs agréables. Il y a une classe d'enfants ils sont venus, donc on a pu leur expliquer en direct les découvertes faites sur la découverte des squelettes. Et là, un peu l'aspect médiatique, donc avec le service com avec le service com de la ville de Condé, même chose. Voilà. Vous voyez, ça sont les petites choses on ne pense pas nécessairement qui font partie de l'opération archéologique. Mais bon, vous voyez, on s'amuse bien quand même, donc les archéologues, on est là quand même pour s'amuser, on est quand même une équipe de joyeux lurons, donc voilà. Des fois le métier est tellement un peu stressant, voilà, il faut un peu décompresser, donc voilà. Alors on va redevenir un peu plus sérieux, on va parler donc plus en détail sur le diagnostic. Donc on a fait 3 tranchées essentiellement. Une première tranchée qui est ici juste devant la mairie, et donc la photo elle est prise depuis la mairie. Une tranchée au centre de la place avec une petite extension, mais bon, on va dire tout à l'heure pourquoi, et une tranchée à l'extrémité, donc à l'angle de la rue du collège, avec à chaque fois, vous voyez, le périmètre de protection et tout autour, pour éviter que les gens ne rentrent dedans, pour éviter d'avoir des accidents, et pour moi également gérer l'état de terre qui était à l'intérieur, et gérer également la manœuvre de la pelle mécanique, ce qui n'est pas évident dans une zone urbaine aussi dense quand même. Première donnée, ça peut vous paraître peut-être anodin, c'est ce qu'on appelle, donc les archéologues, on appelle ça le substrat, donc c'est le sol naturel. Ce sont des données qui sont capitales pour nous, parce qu'en fait pour le centre-ville à l'heure actuelle, on n'avait aucune donnée, on ne savait pas où était grosso modo, où était le sol en place, où était la craie, où était tout ça. On a bien quelques petites idées sur quelques sondages géotechniques, mais voilà, on n'a pas plus de précision. Donc là c'était l'occasion un peu de voir un petit peu le contexte du terrain naturel sur lequel vont s'implanter au fil des siècles toutes les occupations humaines depuis à peu près plus de 2000 ans dans la zone précise de la place. Alors le substrat, même chose, vous voyez ici c'est un substrat un peu couleur ocre, c'est de la craie altérée, donc c'est de la craie qui a souffert avec les glaciations, avec les érosions, enfin bref. Elle n'est pas profonde, on a été très surpris en fait de voir apparaître le substrat en moyenne à peu près à 2,20 m de profondeur, ce qui nous a permis à partout de toucher le substrat. Et donc les archéologues essayent chaque fois de toucher le substrat, pourquoi? Pour monter au plus loin possible dans le temps, jusqu'à toucher le substrat. Je vous rappelle, le substrat, c'est le terrain naturel, c'est lui qui n'a jamais été touché par l'homme. Donc voilà, dès qu'on touche le substrat, on sait qu'on ne doit pas aller plus profond. On a été par endroits obligé d'aller chercher pour des raisons que je vous expliquerai tout à l'heure assez profondément. Et là on a touché la craie franche par exemple à 5 mètres de profondeur, pas loin de la mairie, juste en face de la mairie. Et là ce sont des conditions de travail un peu spécifiques. Là on ne peut plus descendre, ça paraît pas, mais ça fait 5 mètres de profondeur. Du point de vue sécurité, là on ne peut plus, donc on intervient, je vous le dirai tout à l'heure, de manière un peu spécifique sur ce genre de sondage. Mais donc là on a de très très bonnes données, et ces données nous permettent maintenant un peu de revisiter un petit peu la topographie de la ville. Autrefois vous aviez des anciennes cartes, vous avez que tout le monde se sert, sont les cartes géologiques de la ville de Condé, le BRGM, où on voit apparaître en effet des zones de craie, vous avez les alluvions de l'Escaut, c'est un peu complexe. Mais nous en fait maintenant avec les données, des différents diagnostics, on a pu retrouver à plusieurs endroits le substrat,
Et ça nous permet, vous avez les courbes de niveau actuelles, hein, donc la place se situe à peu près à 20 mètres d'altitude, et ça nous permet de reconstituer la topographie d'il y a peut-être 1000 ans ou 2000 ans, qui est très différente de celle que vous voyez maintenant. Encore une fois, schématiquement parlant, rappelez-vous que chaque phase d'occupation humaine dans la ville a apporté une couche de remblai, même si ça fait 10 cm. 10 cm tous les 10 ans ou 10 cm tous les 100 ans, au bout de 2000 ans, vous vous retrouvez facilement avec 2 mètres de remblai qui se sont accumulés et qui effacent complètement la topographie ancienne de la ville. Si vous regardez maintenant la ville, bah oui, vous voyez une ville toute plane, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas à l'époque. Et ça nous permet de reconstituer en fait pourquoi les gens se sont toujours installés à Condé à cet emplacement-là. Vous êtes à l'extrémité d'une butte en fait, qui, voilà, vous avez le carrefour, là, la zone du carrefour, c'est ça, là, qui est située vers je ne connais pas le lieu dit, mais vers la zone haute, qui est une pente. En fait, lorsque vous arrivez du carrefour, vous descendez en centre-ville, vous avez toujours une pente qui descend vers le centre-ville. En fait, ça c'est une pente qui remonte, qui a toujours existé hein, depuis des millénaires, mais qui a été légèrement adoucie au fil des siècles. Et donc la pente était relativement forte et arrivait en bout de colline. Sur ce bout de colline, à un endroit très particulier, c'est donc la confluence entre l'Escaut et la Haine. Une zone de confluence, une zone marécageuse, une zone de terre qui émerge et qui est protégée un peu des inondations. Il n'y a rien de tel pour avoir une implantation humaine très précoce sur le site. Et on a bien la preuve que le site est occupé, au moins depuis l'époque romaine, vous le verrez, juste après. Donc pour vous situer, en fait, l'emprise de la place se situe juste ici, donc en rouge. Et là, pour me rendre compte un petit peu de ce que va devenir la ville après, en fait, en jaune, là, j'ai remis le tracé de la grande enceinte, l'enceinte du fin 13e, 14e siècle. Je l'ai replacé. Et vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, il y a une partie de l'enceinte qui va se retrouver dans des zones humides, une zone marécageuse. Oui, parce qu'en fait, mais là, on n'aura pas l'occasion de rentrer en détail là-dedans. Pour des raisons diverses et variées, la ville a eu besoin de s'étendre au Moyen-Âge. Et la seule solution qu'elle avait, elle ne pouvait pas s'étendre vers le haut, vers la partie haute, elle s'est étendue dans une zone pas praticable du tout, mais c'est-à-dire le marécage, au prix de travaux gigantesques, tu sais ce que c'est, et ils ont remonté toute la zone, ils ont remis des 2, 3, 4 mètres de remblai par endroit, pour rattraper un terrain plat, pour pouvoir construire la ville et pouvoir construire l'enceinte, qui est donc construite sur des marais. Hein. Donc c'est pour ça que tout ça est construit sur bois, pour éviter que ça ne s'effondre. Même le château, en fait, tout ce que vous voyez, toute la zone là maintenant du château, la zone qui est là, hein, la porte là qui est là, de l'autre côté du canal, de l'écluse, en fait on croit que ça a toujours été une ville. Non, en fait il faut quand même pas oublier que tout un temps on était en zone marécageuse, on était en zone humide, mais ce sont des zones qui ont été gagnées ultérieurement sur la nature, au prix d'efforts quand même relativement considérables. Alors, maintenant je vais vous rentrer en détail dans les différentes phases qui ont été trouvées. Il y a des phases qui sont très anecdotiques, mais qui pour nous archéologues sont relativement importantes. Comme la première phase, la plus ancienne trouvée sur le diagnostic, c'est la phase, l'époque gallo-romaine. Alors, l'époque gallo-romaine, on a bien trouvé une grosse concentration de tuiles romaines, mais ça ne veut rien dire, parce que les tuiles romaines ont été fortement récupérées au début du Moyen-Âge. Voilà, ils allaient démonter les anciens édifices romains, ils récupéraient les blocs de construction pour s'en servir comme carrière, ils récupéraient les tuiles pour mettre ça par terre, pour drainer leur terrain. Donc trouver de la tuile romaine ne veut pas nécessairement dire que vous avez un site romain, mais par contre, à l'extrémité, pas loin de la rue du collège, on a trouvé un fossé qui était taillé dans le substrat. Faut me croire, hein, des fois quand je vous dis un fossé, vous me dites moi je vois rien. Mais il faut nous croire. Bon, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais bon, nous, par habitude, on sait que voilà, c'est un fossé qui était comblé, donc on voit la différence de teinte, que nous sommes sur un ancien fossé en fait qui traverse notre tranchée. La chance qu'on a eue, c'est qu'au fond du comblement de ce fossé, on est tombé sur une cruche produite à Bavay, probablement dans le courant du 1er siècle. Ça, c'est un élément très important pour nous, pour la chronologie. Un niveau de sol également, qui est posé directement sur la roche, hein, donc sur le substrat. C'est certainement le sol d'époque à l'époque romaine sur lequel ils marchaient, et ils allaient balancer et jeter un petit peu leurs détritus. Et on a de la chance d'avoir à peu près une petite quantité de mobilier céramique qui lui date du 2e siècle, 3e siècle de notre ère. Donc ça confirme bien l'occupation de la butte à Condé. Vous allez me dire, 20 tessons, un fossé, c'est pas énorme. Non, mais ce sont les premiers vestiges vraiment attestés au centre-ville de Condé, qui permettent d'attester l'occupation romaine au centre de Condé. Il y a bien eu au 19e siècle, je pense, je crois que ça doit être le 19e siècle, la découverte d'une sépulture, mais encore une fois, les mentions ne sont pas très fiables, une sépulture à la rue du Collège. Donc voilà, maintenant le fait qu'on ait trouvé du romain pas loin peut conforter en effet l'idée d'une présence d'une structure romaine pas loin, mais dites-vous qu'elle a quelque part,
Il y a probablement un site romain, on ne sait pas où il se situe. Il y a de fortes probabilités que si à l'époque mérovingienne se sont installés sur la place verte, c'est qu'ils se sont installés sur une zone où il y a peut-être déjà d'anciennes constructions. Peut-être que sur la place verte, il y avait peut-être un bâtiment romain, une villa romaine ou un autre site d'époque romaine. Mais bon, ça c'était important de enfin avoir un point réel d'occupation romaine dans la ville. On va faire un petit bond dans le temps, on va passer au 10e, 11e siècle. Voilà, c'est une période qui était non plus pas connue au niveau de l'archéologie à Condé. Grosse surprise d'en trouver des traces sur la place, mais tant mieux pour nous. Et donc on en a trouvé à peu près dans toutes les tranchées, pas loin de la rue du Collège. On a trouvé dans la première grande tranchée également, à côté de la mairie. Alors, ces traces, c'est quoi? C'est essentiellement des niveaux d'occupation. C'est en fait un gros paquet de terre. Vous voyez ici apparaître en fait un gros paquet de terre qui sont très sombres, très très organiques, très sombres, qu'on pourrait appeler, ce que les archéologues appellent habituellement des terres noires. En fait, et les terres noires, c'est quoi? Je vais vous montrer juste après. En fait, c'est simplement une accumulation de déchets. Hein. Donc, imaginez, en fait, c'est une zone qui est occupée par l'homme, mais dans laquelle vous avez les animaux qui vont faire leurs besoins, les hommes probablement aussi. Vous avez du fumier qui est déposé, vous avez voilà, et les gens vivent tout autour. Et ce sont des serres qui se développent au Moyen-Âge. Au début du Moyen-Âge, voilà. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de drainage du terrain, on ne fait pas attention, il n'y a pas de voirie, il n'y a pas tout, on jette tout là où on vit. Et voilà. Pendant quelques siècles, ils vont accumuler comme ça des couches, on va dire, très organiques, pour rester poli. Mais voilà, les boucles là, c'est rempli, rempli de déjections, rempli de plein de choses, qui donnent cette teinte très très foncée en fait à la terre. Et donc, en fouillant chaque couche, donc chaque trait que vous voyez ici, en fait, c'est une phase d'occupation. Chaque phase, c'est une phase d'occupation de quelques années, quelques dizaines d'années. Et le but des archéologues, c'est de trouver des bouts de poterie dans chacune de ces couches pour pouvoir les dater. On n'en a pas trouvé beaucoup, hein, mais voilà, je vous montrerai juste après. En extrémité, on a trouvé une petite chose intéressante dans la dernière tranchée. Voilà, on a des petites structures comme ça qui apparaissent avec des trous de poteaux, des drôles de formes. Voilà un peu le plan qui en ressort. On a fait beaucoup de prélèvements et là sur le terrain, on a été étonné de constater en fait la présence de scories de fer. Et là, on a eu la chance d'avoir un collègue qui est un archéologue qui est spécialisé dans la métallurgie antique et donc il a examiné nos rochers. Et donc là, il a vu qu'on était sur une ancienne forge. Le matériel date probablement 10e siècle, peut-être 9e, mais surtout 10e siècle. Et pour lui, il était très intéressé parce que les forges de cette époque-là, on n'en a pas beaucoup. Donc, vous voyez, c'est un petit élément, mais grâce à quelques structures, un petit peu de matériel, on peut dire que cet emplacement de la ville de Condé, quelque part aux alentours du 10e siècle, un artisan s'est installé avec une forge, voilà. Peut-être à côté d'une zone de passage, une petite zone où il y avait du commerce et des choses comme ça. Ce sont des petites choses, mais qui, vous rappelez-vous, chaque fois c'est une pièce du puzzle pour la suite de l'histoire de Condé. La poterie, on n'a pas trouvé beaucoup. Alors je dis tout de suite, celles qui sont là, ne rêvons pas. On ne trouve généralement que des tessons. Hein. Ça serait même triste de les présenter parce que les gens me diraient tout ça pour trouver quelques petits bougnettes de poterie. Mais bon, moi je suis archéologue, je trouve ce petit bout de poterie, je suis aux anges parce que ça me permet de dater ma couche. Mais voilà, chaque petit bout de poterie avec son numéro d'inventaire, parce que tout est quand même calé de manière très très précise. Chaque bout de poterie, on peut le replacer exactement là où on l'a retrouvé au centimètre près dans le terrain. Chaque bout de poterie est important et là la collègue, qui est une céramologue spécialisée dans l'étude du mobilier céramique médiéval, a pu me dire, écoute Alain, on est probablement dans du matériel du 10e siècle, début du 11e siècle. Bon voilà, ça c'était il y a encore quelques semaines. Maintenant avec la fouille de Saint-Amand qui vient de sortir, on a retrouvé du matériel à peu près similaire et on peut préciser. Maintenant on dit tiens, on est peut-être également 8e siècle, 9e siècle, 10e siècle. Vous voyez, les choses évoluent, c'est une science qui évolue constamment. Et là, peut-être que dans 15 jours, on va peut-être avoir une découverte extraordinaire qui va nous permettre de dater encore plus précisément. Voilà, je vous ai mis à peu près à quoi pouvaient ressembler ces fameux pots du 10e siècle. Ce sont des pots à cuire, tout simplement. C'est de la vaisselle très très simple. Il n'y a pas un vaisselier énorme à l'époque. Voilà, c'est de la vaisselle essentiellement utilitaire. Le contexte, que sait-on de ce contexte? Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Âge, autour du 9e, 10e siècle? Pas grand-chose, malheureusement. Tout ce qu'on sait par les sources historiques, ça, beaucoup de Condéens le savent, il y a l'installation d'un monastère au 7e siècle, donc on sait qu'un monastère, Saint-Vazenon, vient s'installer
sur le site de la place verte, il installe, il construit une abbatiale de Monial qui s'installe. Enfin bon, là on sait que ça existe, les textes sont assez laconiques, mais on sait que ça existe. On sait que cette abbatiale va être transformée en collégiale probablement autour du Xe siècle. Voilà, ça les textes le mentionnent également, mais c'est tout. Les textes sont relativement succincts, donc avec ça il faut voilà. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup broder et essayer de broder, mais de manière très scientifique pour essayer de reconstituer le contexte. Alors là, je vais replacer la même chose. Imaginez la butte, sur laquelle s'installe toute l'occupation de la ville de Condé, la confluence, l'Escaut, la Haine, la place, ici marquée en rouge. Et donc là, l'emplacement au 9e siècle, au 10e siècle, 11e siècle, de la collégiale, donc le claustrum, en fait, donc toute la partie autour de cette collégiale, qui est une petite collégiale, mais relativement importante quand même, mais qui va drainer tout autour d'elle, probablement de la population. Donc tout autour de cet édifice cultuel va certainement s'installer une sorte de bourg. Il ne faut certainement pas encore parler de ville à l'époque, c'est une sorte de proto-bourg, un bourg, quelques masures qui vont venir s'installer. Et donc les découvertes qu'on a faites sur la place nous indiquent que voilà, là ça fait quelques centaines de mètres entre l'abbatiale et entre la collégiale et je sors de Saint-Amand-les-Eaux, c'est pour ça que je dis abbatiale. Donc entre la collégiale et la place, tout ça devait certainement être occupé, probablement au Xe siècle, mais voilà, pour ça, il faudrait faire des recherches archéologiques. J'attends les futurs travaux dans le centre-ville pour pouvoir avoir des réponses. C'est un appel du pied, j'en profite. Donc, voilà. Donc tout ça vient s'installer également le long probablement de chemins. Là, je vous le dis tout de suite, ce sont purement hypothétiques. On n'a aucune idée, mais on peut imaginer éventuellement des chemins qui traversent en fait. Chemin pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez probablement le fait que le château va venir s'installer là à partir du 11e siècle, ou 12e siècle, qu'il va y avoir une implantation à cet emplacement-là. 12e siècle, pardon, j'ai dit une bêtise, 12e, pas 11e, 12e siècle. Va venir s'installer là. C'est pas anodin, il y a probablement peut-être un chemin qui permet de traverser la très grande vallée d'Escaut. Maintenant, l'Escaut, c'est quoi? C'est un canal qui fait quelques dizaines de mètres de largeur. Rappelez-vous qu'il y a 1000 ans, l'Escaut, c'est une zone marécageuse, c'est un fleuve qui est très changeant, qui bouge très, très fréquemment son cours. C'est une vallée qui fait 2-3 km de large. Hein. C'est quand même pas. La vallée d'Escaut, c'est une vallée très très importante, très marécageuse. Donc le fait de. Voilà, il devait y avoir certainement une zone de passage privilégiée. Je crois qu'on ne pouvait pas s'amuser de passer partout. Mais vous devez imaginer, là, peut-être dans l'axe là, qui va vers Fresnes, je crois que c'est le tracé à l'heure actuelle que prend la route pour aller vers Fresnes sur Escaut. Dans cet axe-là. De l'autre côté, on ne le voit pas, mais vous avez une autre colline qui commence. Donc il y a probablement un axe très ancien. Est-ce qu'il remonte à l'époque romaine? Est-ce qu'il remonte au Moyen-Âge? Encore une fois, en l'état des connaissances pour l'instant, on ne peut certainement pas le dire, ni même extrapoler. Phase 2, là on va encore faire un petit bond dans le temps, 12e, 14e siècle. Tout va se concentrer dans deux tranchées. Tout ce qui est en bleu, en fait, c'est là où on a trouvé essentiellement les vestiges de cette phase-là. Alors là, c'était une sorte de surprise pour nous. Voilà, on a bien quelques hypothèses de départ, mais là, grosse surprise de trouver des vestiges de cette époque-là à cet endroit-là. Des vestiges, on les a trouvés relativement profonds à certains endroits. Je vous ai montré la photo tout à l'heure, donc là on est descendu à 5 mètres. Tous les niveaux archéologiques qui sont là, qui viennent se poser sur la craie, ce sont des niveaux qui ont livré du matériel première moitié du XIIe siècle, milieu du XIIe siècle. C'est quand même pas courant quand même, on n'en a pas beaucoup pour nos régions. Et vous voyez quand même la technique de fouille, c'est-à-dire qu'on peut plus descendre dedans, mais cette fois-ci même chose, c'est-à-dire qu'on doit fouiller dans le godet de la pelle mécanique pour récupérer le moindre bout de poterie, le moindre bout d'os qui va ressortir de ces niveaux archéologiques. Voilà un petit peu, là c'est un instantané, mais j'aime bien montrer cette photo. Imaginez, je demandais au peller, au conducteur de la pelle, tu me prends un gros coup de godet, tu essaies de me prendre tout d'un coup, et il a pris dans le fond du sondage, et on a pu fouiller en fait dans le godet. Donc là on est au niveau de la place, hein, donc le godet est posé sur le tas de terre sur la place, dites-vous que c'est un instantané de ce qui se passe 5 mètres plus bas. Mais ça c'est une technique de fouille, maintenant on maîtrise bien, donc on peut le faire. Et donc ça nous permet de visualiser les couches, même quand on travaille dans un godet de pelle mécanique qui est quand même assez extraordinaire. Et le but bien entendu c'est de trouver du matériel là-dedans. Notamment on trouve du bois, on a trouvé pas mal de bois, on a trouvé pas mal de poteries également dans ces niveaux-là, qui nous ont permis de dater cette partie du site. Notamment là, 5 mètres de profondeur, voilà le genre de poterie qu'on a trouvé.
Et là, les collègues ils sont super contents, les archéologues qui font de la céramique médiévale, parce que c'est de la céramique assez particulière qui date probablement peut-être du milieu du XIIe siècle, mais peut-être même avant. Voilà, c'est une céramique assez ancienne avec un dégraissant très très particulier. Mes collègues à Valenciennes sont très contents, on a pu faire des échanges de mobilier quasiment, et ça nous permet de dater avec précision donc une structure. Donc on sait qu'au XIIe siècle, on a une structure qui est creusée assez profondément, jusqu'à 5 mètres de profondeur, du moins 4-5 mètres de profondeur, à cet emplacement-là. Cette énorme anomalie, en fait, elle va être agrandie au fil des siècles. Vous avez la première tranchée, vous voyez, les archéologues, on travaille aussi en plan, on fait des décapages en plan, et vous voyez en fait une grosse différence de couleur entre la première partie et la deuxième partie. Là, on est sur le terrain naturel, et en fait, le terrain naturel, à un moment donné, il est recoupé par quelque chose, très 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 bizarre. On voit ici, vous voyez, après on retrace des traits pour redessiner tout ça. Bon, en fait, c'est une énorme excavation, un énorme trou, plus de 15 mètres de largeur, plus de 3 mètres de profondeur. Voilà, donc on était un peu surpris de découvrir ces vestiges. Et vous voyez un petit peu, donc là, lorsqu'on fait la coupe de ça, vous voyez un petit peu apparaître les niveaux archéologiques. Donc ça part en vie, on voit que la structure, elle vient recouper tous les niveaux. Regardez la taille de ma collègue, là, on commence à se rendre compte de la puissance de la structure dans laquelle on est tombé. Le but, c'est de la dater. Même chose, on recommence la stratigraphie, c'est-à-dire qu'on va étudier chaque couche et essayer de trouver du matériel dans chaque couche. La chance qu'on a eue pour l'agrandissement de cette structure, on a trouvé quand même pas mal de matériel dans des choses un peu originales. On a trouvé sur une quantité mais phénoménale de semelles de chaussures en cuir. Et ces semelles de chaussures, dites-vous qu'elles ont à peu près 800 ans. Voilà, elles datent du XIIIe siècle. Elles sont parfaitement conservées. J'aurais bien aimé vous en rapporter. Malheureusement, un peu strict au niveau du SRA, tout est conditionné. Mais ça serait exposé un jour, on aura l'occasion de les ramener. Pour ceux qui les ont eu en main, elles sont molles, hein, donc vous pouvez toucher, vous pouvez encore faire ça avec. C'est très surprenant. Elles sont très bien conservées. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans un milieu tourbeux, dans un milieu très humide. Donc elles sont restées parfaitement conservées. Dès que vous n'avez pas d'oxygène, pas de bactéries, pas de décomposition. Donc tout reste intact. Vous avez eu le bois tout à l'heure, le bois que vous avez eu tout à l'heure, j'en ai ramené un morceau pour ceux qui vont en voir. C'est un bois qui a à peu près 900-950 ans. Il est parfaitement conservé tant qu'il reste dans un milieu sans oxygène et sans bactéries. Alors une des chaussures là, qui est sortie, bon, là c'est surprenant, mais là, chaque fois qu'on racle avec la pelle mécanique, en fait, chaque fois il y a un morceau de chaussure qui est remonté qui faisait ça en fait au niveau du godet. C'était un peu amusant pour les récupérer. Et voilà. Et là j'ai une collègue qui a fait une étude, mais qui a passé quelques semaines à les décompter, hein, donc il y a plus de 500 semelles. Pourquoi vous allez me dire, mais pourquoi des semelles? Tout simplement parce que à un moment donné, il y a un cordonnier, ou même plutôt un savatier de chaussures, et non pas celui qui les fabrique, qui devait récupérer du cuir, le découper, récupérer, voilà. Toutes les chaussures, bon malheureusement je ne peux pas vous en montrer de belles photos, mais vous voyez sur les dessins, on voit à chaque fois il y a des trous au niveau de la semelle. En fait ce sont des semelles qui sont usées jusqu'à la corde et qui ont été jetées et donc qui ont été récupérées pour découper des morceaux de cuir. Et on a une typologie extraordinaire, et là je peux déjà vous dire que le corpus de chaussures de Condé, en fait, il y a des Hollandais qui sont intéressés parce qu'en fait c'est devenu un exemple, un site de référence pour la chaussure du XIIIe siècle. Vous voyez comme quoi des fois voilà. On est trop fiers de nous. Ils sont fous archéologues. Voilà pour vous montrer à quoi ça ressemble quand même. Voilà, vous avez des moches semelles. Voilà. Il y a des gens qui sont des reconstituteurs, qui font l'archéologie expérimentale et qui, d'après les données archéologiques, parviennent de reconstituer. Ça vous donne à peu près une idée du type de chaussures qui est à l'époque. En fait, ce sont des chaussures qui sont cousues et à un moment donné, tout est cousu et on retourne la chaussure pour la terminer. C'est une technique de construction très spéciale. C'est pour ça que sur toutes nos chaussures, en fait, on a tous les points de couture. Mais ça nous donne plein de renseignements, hein. Et d'ailleurs, je vous montre, pour vous expliquer plus en détail, il y a un type de semelle qui est a priori le type de Condé. Voilà, qui n'existe nulle part ailleurs que un exemple trouvé aux Pays-Bas, mais voilà, il y a une chaussure avec un pied coupé très bizarre. Voilà. On revoit un peu le style de poterie. Et donc, lorsqu'on a l'habitude, là, la collègue, nous, même sur le terrain, on voit sortir un pot pareil. À peine sorti, toi, tu as l'habitude, pouf, on est au XIIIe siècle ou au XIVe siècle. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. Bien entendu, en fait, avec des petits bouts de poterie, comme celles qui sont là, on va dire, mais c'est moche, ces petits bouts de poterie. Oui, encore une fois, le pot à l'origine, il était comme ça. Il faut quand même oublier que tout ce qu'on trouve, c'est de la vaisselle qui était jetée à la poubelle. Et donc, voilà. Donc, malheureusement, on n'a pas de belle céramique comme ça qui vient de Douai, hein, celle-là, mais c'est exactement le même modèle que celle qui est ici. Par contre, on a trouvé la chance de trouver quand même un petit peu de mobilier métallique. C'est pas loin d'une ancienne place de marché, et puis ça a servi de poubelle. Hein. Cet énorme trou, dont j'ai expliqué la raison après, a servi quand même de poubelle pendant à peu près 200 ans.
Donc l'avantage c'est qu'on a pu trouver beaucoup de choses. En plus on a eu la chance de pouvoir utiliser un détecteur de métaux pour trouver un peu tous les objets métalliques. Et donc tout ce qu'on a trouvé sont des objets de la vie quotidienne qui sont importants pour nous pour la datation. Notamment ici pas mal de fer à chevaux. Les échelles sont combien là? L'échelle sur la photo est combien? Ah, l'échelle 1 mètre. Non, je rigole. L'échelle de 5 cm. 5 cm. 5 cm. Donc ce sont des petits fers à chevaux. Et vous voyez, pour l'archéologue, par exemple, ça peut paraître bête, un fer à cheval. Mais regardez la forme bizarre qu'a la rive du fer, en fait, est une rive ondulée. On sait que cette rive ondulée n'existe qu'à une certaine période, 11e, 12e siècle. Bon, le fer à cheval n'existe pas avant. À partir du 11e, 12e siècle, il commence à avoir les premiers fers à chevaux très archaïque, avec une rive ondulée. Et il a fallu attendre le 13e siècle pour qu'on remarque qu'en fait, cette rive, la façon de planter le cou, blessait le sabot des chevaux. Et au fur et à mesure des expériences, ça vient surtout d'Allemagne, les Allemands ont très tôt inventé un fer à rive plus régulière, qui existe toujours à l'heure actuelle. Et donc ce fer très spécial a disparu. Voilà. Donc nous on le trouve, ça nous donne une chronologie, ça nous permet de dire si ce fer existe là, donc on n'est plus dans un milieu, même si on n'a pas de poterie, on sait qu'on est probablement dans le courant du XIIe siècle. Par moment, par chance, on a un petit peu de chance, une pièce de denier. Donc ça c'est un denier de Philippe Auguste, même chose, ça nous a permis de caler, voilà, on sait qu'on se situe quelque part dans le XIIe siècle, voilà, ça nous a permis de caler exactement une couche. Ça ne date pas la couche, bien entendu, c'est une monnaie pourra être utilisée longtemps après, mais ça nous donne un terminus. On sait qu'on ne peut pas être antérieur au moment de l'émission de cette monnaie. Plein de petits objets, des boucles de ceinture, des choses comme ça, des boucles de chaussures. Voilà, il y avait le cordonnier ou le savatier pas loin, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de petites choses en rapport. Des clous, des ferrures de porte, malheureusement tout n'est pas nettoyé. Une clé, une cloche, voilà, il y a plein de petites... c'est la même chose, une grosse boucle probablement de harnais de cheval. Ce sont des petits objets, mais voilà, c'est un diagnostic qu'on n'a pas eu l'occasion de pouvoir les étudier plus en avant. Mais peut-être qu'un jour, quelqu'un, un spécialiste qui travaille sur ce mobilier-là, va dire c'est génial, il y a un superbe ensemble à Condé, je vais l'étudier. Et ça finira un jour peut-être pour faire une publication pour du mobilier métallique, là en l'occurrence du XIIIe siècle, 12e, 13e siècle. Alors, pour vous donner un petit peu l'idée de la taille de cette structure, je l'ai mis en bleu en fait. Donc en bleu, là, c'est à peu près ce qu'on peut reconstituer. À minima, encore une fois, je rappelle, c'est un métier scientifique, on n'est pas pour extrapoler vraiment tant qu'on n'a pas de données. Mais avec les quelques données qu'on a à place, on sait que la structure, l'énorme structure qu'on a trouvée couvre à peu près un bon quart de la place, de la surface de la place actuelle, ce qui n'est pas normal déjà, et en plus on avait une donnée sur l'orientation de cette structure. Bon là vous avez un peu ce qu'on appelle un relevé archéologique avec toutes les couches, tac tac tac, vous avez vu tout à l'heure, mais il faut interpréter toutes ces couches. Et donc là après on met des couleurs par face. En bleu vous avez le XIIe siècle, là vous avez le début du XIIIe siècle, le milieu du XIIIe siècle, la fin du XIIIe siècle, le XIVe siècle, voilà, la fin du XIVe siècle. Vous voyez, toutes les strates ont été bien datées et ça nous a permis vraiment de comprendre toute cette structure. Là j'ai mis un petit bonhomme à côté, je l'ai mis à l'échelle. Imaginez la taille de la structure. Ça nous fait quelque chose à peu près 17 mètres de largeur, 5 mètres de profond, à peu près 4 mètres 50, 5 mètres de profond à son endroit le plus large, à peu près 2 mètres 50 dans son extension. Voilà, à part imaginer une carrière de craie, ce qui n'est pas trop possible sur la place, il n'y avait pas 36 possibilités. Donc on a une hypothèse, encore une fois, c'est qu'une hypothèse, peut-être que dans un an, 2 ans, je vous dirais j'ai raconté des conneries, ou alors ce sera un collègue qui s'en chargera pour moi. Mais on a une hypothèse qu'on soit sur un élément défensif. Creuser à cette profondeur, élément défensif, ça peut être qu'un fossé d'enceinte tout simplement. Donc voilà, c'est l'hypothèse pour l'instant. Elle a l'air de tenir la route. Voilà, donc vous allez me dire, que fait un fossé d'enceinte à ces emplacements-là? Et c'est là en fait où, même chose, on reprend les plans, on reprend les études anciennes, on essaie de comprendre à partir de la topographie ancienne de la ville. Là, le fameux plan de Deventer, donné 1570, 1565, 1570, qui est un plan qui peut paraître très succinct avec des bâtiments dessinés un petit peu comme ça. Oui, mais à l'époque, c'est quand même un plan cadastral relativement précis quand même. Si l'on remet sur le plan actuel, sur la grandeur de la ville, il n'y a que à peine 10 mètres d'écart. Donc à l'époque, c'est un topographe certainement, on est pourtant là au XVIe siècle, qui a pris tous des points. Alors, regarde, tous les petits points que vous voyez là, en fait, sont des points d'arpentage. Il a arpenté le terrain, et ce qui a permis de redessiner assez finement la ville. Donc ce sont des plans, pour nous, ça c'est de l'or en barre, ces plans-là. Ça nous vraiment nous permet de travailler assez précisément sur l'histoire, sur l'évolution du cadastre d'une ville. Et je vous ai dit depuis tout à l'heure, il y a des anomalies en fait dans ce plan, et depuis le XXe siècle, plusieurs auteurs essaient d'expliquer. Et très rapidement est apparue l'idée d'une première fortification, d'une première enceinte de la ville. Alors on est passé partout, est-ce que c'est l'enceinte des Vikings? Parce que rappelez-vous, la ville quand même a été occupée pendant à peu près 2 ans ou 3 ans, du moins les hivers,
par les Normands, les Vikings, dans les années 870, 880, dont les sources historiques citent les dates, donc ils disent voilà, les Normands, les Vikings se sont installés, ont fait leur camp d'hivernage, et de là partaient un peu raser l'abbaye de Saint-Amand, raser les abbayes à Cambrai, raser à Mons, raser un petit peu partout les abbayes de la région. Mais donc, l'hypothèse c'est qu'il y avait un camp viking. Bon, ça, encore une fois, tout le monde veut trouver un camp viking, mais là, pour être sérieux, il n'y a absolument rien qui prouve que les Vikings aient fait quoi que ce soit comme fortification au IXe siècle. C'est possible, mais bon. Mais encore une fois, cette tendance d'avoir une tendance circulaire, en fait, aurait pu laisser penser que. Puis vous avez d'autres auteurs qui se sont dit, bah ouais, c'est peut-être une première enceinte, mais bon, voilà, on a peut-être l'histoire d'un tracé. Oui, ça marche peut-être bien pour cette partie-ci. Pour cette partie-là, déjà, le plan a déjà évolué depuis le début du Moyen-Âge. Le plan a fortement évolué. Hein. La ville commence à s'ouvrir, donc il y a quand même une évolution du cadastre. Mais bon, on sent quelque chose de vieux. Et donc, ça nous permet de retravailler et d'émettre certaines hypothèses. Voilà, là, c'est une hypothèse de travail. Encore une fois, ce que je vous montre maintenant, peut-être que dans 1 an, 2 ans, peut-être même avant, à la fin de l'année, très exactement ici, je vous dirais, j'étais trop fort sur ce coup-là, ou alors je vous ai raconté une grosse bêtise, et en fait, on revoit nos hypothèses, on revient en arrière, et on réfléchit autrement. Je rappelle, donc, les fouilles de la place, c'est la zone qui est ici, donc l'anomalie qu'on a trouvée. Si on rajoute à cette anomalie le tracé très bizarre que l'on a de la rue Gambetta, on peut imaginer que la rue Gambetta en fait ne soit pas en fait sa forme courbe n'est pas à cause de la future enceinte plus tardive, hein, donc l'enceinte qui va venir s'installer ici à partir de la fin du XIIIe siècle, XIVe siècle, mais en fait c'est le contraire en fait. C'est une première structure, un premier fossé d'enceinte sur lequel, à bordure duquel se serait venu se greffer un chemin, donc qui aurait contourné l'enceinte en fait et qui serait resté scellé dans le paysage. Et là, là on ne va pas dans le détail, mais toutes les petites parcelles de maisons à la rue Gambetta, s'il y a des gens qui habitent à la rue Gambetta, moi je veux bien faire des fouilles dans les jardins, il n'y a pas de problème. Donc j'en profite, j'ai ma carte en fin de... Il n'y a pas de projet rue Gambetta. On est sur le mauvais côté là, on va du mauvais côté, mais bon. Mais voilà, le problème, encore une fois, pour l'instant c'est assez raisonnable, c'est très séduisant d'imaginer un fossé d'enceinte. Après, bien entendu, comme les fortifications ultérieures ont pas mal bouleversé le cadastre ancien, notamment au niveau des fortifications modernes. Quand je dis moderne, c'est l'époque moderne, hein, 17e, 18e siècle. Malheureusement, tout le cadastre ancien a disparu, donc là, après, c'est de la supputation, et on peut imaginer, à minima, une forme relativement, en effet, circulaire, ce qui peut paraître un peu spécial. On n'en est quand même pas loin à l'idée d'un... Pour ceux qui travaillent sur l'époque viking, ça peut être un camp viking. Oui, mais non, il faut rester raisonnable. Et on sait très bien que les premières fortifications proto-urbaines au Moyen-Âge, essentiellement à partir du 10e, 11e siècle, ce sont des fortifications relativement simples, essentiellement de plans ovalaires, circulaires. Voilà. Si on imagine une petite enceinte là, qui fait à peu près 300 mètres de longueur, à peu près, le centre, en fait, comme en plein centre, qu'est-ce qu'on trouve bizarrement, on est en plein milieu de la place verte, donc vous avez en fait l'ancienne collégiale, voilà, le cœur historique de la ville. Donc pour l'instant, tout est tentant d'imaginer une première enceinte autour d'un proto-bourg qui s'installe à peu près, probablement, voilà, au niveau de la chronologie, vous avez dit tout à l'heure, les éléments plus anciens remontent au milieu du XIIe siècle, donc quelque part entre le début ou le milieu du XIIe siècle, on peut imaginer la création d'une première enceinte. C'est pas n'importe quoi comme hypothèse. Voilà. Encore une fois, il n'y a rien qui contredirait pour l'instant une telle hypothèse du point de vue historique. Rappelez-vous que c'est quand même une période importante pour la ville, le XIIe siècle quand même, parce que dans le même temps, la collégiale devient relativement importante, probablement un premier bourg qui s'installe, mais également, là, vous avez quand même un point important qui va venir s'installer, là, il y a quelqu'un qui connaît très bien. Vous avez quand même, là, je vous ai parlé tout à l'heure de la ville de Leuze-en-Hainaut, de l'autre côté de la frontière, en fait, qui sera à l'origine de la dynastie des Avennes, les futurs comtes de Hainaut. Et vous avez le petit-fils, quelque part, peut-être le petit-fils du premier qui s'installe à Leuze. Ça y est, Nicolas. C'est Nicolas qui fait le château? Ah, mais c'est Nicolas, hein? Oh, c'est sûr. Nicolas ou Jacques? Ouais, Jacques. C'est pas sûr non plus. Donc, imaginons, Nicolas ou Jacques, ça ce sont des grands débats qu'on pourrait avoir. En tout cas, toujours est-il que probablement aux alentours du XIIe siècle, on installe une motte féodale, avec probablement sa basse-cour, hein, quelque part,
Mais il n'y a qu'une motte, hein, donc c'est une immense motte avec un donjon posé dessus. À un endroit stratégique, je vous avais montré tout à l'heure l'emplacement des chemins, hein, le gué probablement, le chemin qui permet de traverser à travers la vallée à travers la vallée de l'Escaut, mais également pas loin de la Haine, donc chaque fois c'est de la rentrée, donc on taxe les gens qui passent avec les bateaux, on taxe un peu tout ça, donc on taxe les gens qui passent avec les gens qui passent le pont, là, qui permet de passer l'Escaut. On sait qu'il y a un pont parce que les sources mentionnent l'assassinat d'un évêque sur le pont. On est absolument sûr qu'il y a un pont au XIIe siècle. Alors, on sait qu'une zone de passage existe à cet emplacement-là, donc voilà. Les troupes du seigneur local zigouillent l'évêque lorsqu'il passe. Enfin, bref, ça fait un pataquès pas possible au niveau du comté de Hainaut. Le comte de Hainaut s'en mêle. Enfin bon, famille très puissante, noblesse très puissante qui va très rapidement aussi être un peu en concurrence un petit peu avec les comtes de Hainaut. Ils sont un peu trop puissants, ce sont des voisins, des vassaux un peu turbulents. Au départ voisins, ils ne sont pas nécessairement vassaux des comtes de Hainaut. On ne va pas rentrer dans le détail, mais le comte de Hainaut va un peu prendre ombrage de ses puissants seigneurs, et pour des raisons diverses et variées, un jour il va même attaquer, d'après les textes, il va prendre d'assaut le château, il va brûler, d'après les textes, brûler le château, prendre la ville, brûler la ville. Il faut relativiser les textes, il ne faut pas oublier que celui qui écrit les textes, c'est le biographe à l'époque, le chroniqueur du comte de Hainaut. Donc il a certainement enjolivé les choses au compte de son seigneur. Mais bon, il y a quand même des faits historiques qui ont l'air de se marquer. Donc vous voyez, le XIIe siècle est une période importante. Alors, quelle était l'utilité de construire éventuellement une enceinte? Là, tout le problème. C'est certainement pas le pouvoir religieux. Eux, ils ont leur collégial, ils ont probablement leur claustrum. Enfin bref, il y a un premier bourg. Est-ce qu'on peut imaginer le seigneur local? Ça serait quand même étonnant qu'il ait la puissance de dire tiens, on va commencer à protéger une sorte de proto-bourg. Est-ce qu'on est plus vers la seconde moitié du XIIe siècle, le comte de Hainaut qui reprend possession du lieu et dit puisque je vais vous montrer les cartes juste après, il ne faut quand même pas oublier que Condé, en fait, Condé est une ville très spéciale qui est vraiment située à un endroit géostratégique en fait. Si on fait un peu, on va jouer au-dessous des cartes. La magnifique émission sur Arte. Si vous replacez Condé, en fait Condé est juste dans une ligne qui est quand même pas anodine, hein. Vous êtes quand même là entre le royaume de Germanie et la Francie. Vous êtes dans une zone frontière, l'Escaut fait frontière entre la Germanie et la Francie. Pendant quelques siècles, l'Escaut va faire frontière et l'Escaut va être une zone de conflit permanent en fait entre les deux grandes puissances européennes de l'époque. Donc Condé, c'est un point important déjà géostratégique pour les deux royaumes. Mais également pour les comtés. Vous avez le comté de Hainaut qui commence à prendre de plus en plus important. Vous avez le comté de Flandre qui vient buter pas tellement loin. Saint-Amand est encore en bordure du comté de Flandre. Vous avez l'Ostrevent, vous avez tous les états de la région de Cambrai. Géopolitiquement parlant, voilà, c'est une zone qui est très importante. Donc quelqu'un a trouvé à un moment donné utile de protéger le bourg. Voilà. Mais pour l'instant, encore une fois, il est beaucoup trop tôt pour l'instant de savoir qui aurait pu faire ça. Si on zoome un petit peu, vous voyez, encore même chose. Donc là, je vais montrer la carte à peu près. On est aux alentours de la fin du Xe siècle, début du XIe siècle, la situation géopolitique. Au XIe, XIIe siècle, ça va être encore plus fort, parce que là, le comté de Hainaut prend de plus en plus d'importance. Il va récupérer l'ancien comté de Bourbon, les anciennes terres des Avennes, les Avennes à l'époque. Et d'ailleurs, par un retour extraordinaire de victoire, en fait, ces vassaux turbulents qui ont été attaqués par les comtes de Hainaut, à un moment donné, vont reprendre possession du comté de Hainaut et vont devenir eux-mêmes comtes de Hainaut. Donc, en fait, voilà, on revient un petit peu, l'histoire tourne en boucle, en fait, voilà. Donc, à cette époque-là, en fait, là, on est encore sur les Baudouins, mais après, les Avennes vont reprendre possession. Et Condé sur l'Escaut, je rappelle, déjà, on est entre plusieurs éléments géopolitiques importants, et rappelez-vous, vous êtes là, elle est là. La confluence de la Haine. La Haine, elle est ici. Et en fait, la Haine, ça va où? Ça va direct où? Vers Mons. Mons, capitale du comté de Hainaut. Donc, il y a plein de choses qui sont tentantes d'imaginer, pour lesquelles ce serait bien de fortifier en fait, cette zone de confluence. Mais encore une fois, là, les historiens, il faut beaucoup de travail d'historien pour essayer de remettre beaucoup d'informations, essayer de comprendre ça plus en détail. Voilà. Très rapidement, je vais passer, on a quand même eu une petite surprise quand même. Bon, voilà, ça fait un peu plaisir, mais bon, voilà, monsieur le maire l'a vu en direct quasiment à l'extrémité de la place. On ne s'attendait pas à trouver des squelettes, mais on a trouvé des squelettes, voilà, c'est pas prévu du tout. On a 5 ou 6 squelettes qui ont été, j'ai envie de dire squelettes comme on dit. Désolé, c'était un peu long, je suis on ne saura désolé. pas qui
sont les squelettes. Voilà, vous voyez les squelettes, j'ai fini, hein, j'ai quasiment terminé. J'espère que j'ai pas été trop long, il faut me couper quand c'est assez long. Ouais, c'est sûr, on y pensait justement. Ouais. Donc voilà, un peu les squelettes, 6 squelettes ont été découverts, pas tout à fait tous dans le bon état. J'ai toujours pas plus d'informations, donc je pourrais toujours pas les dater avec des certitudes. C'est rare dans la vie d'un archéologue, mais malheureusement, voilà, on sait qu'on est quelque part entre le XIIe siècle et le XVIIe siècle. Moi j'ai plus d'hypothèses vers le XVIIe siècle. On en reste toujours à peu près vers cette hypothèse-là. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Est-ce que c'est un épisode épidémique, genre peste, parce qu'on sait qu'au XVIIe siècle, la peste touche beaucoup la région. Il y a des milliers de morts à Valenciennes, à Cambrai, partout. C'est possible. Ou alors un épisode de guerre. Il faut qu'un premier XVIIe siècle, la ville de Condé est assiégée à plusieurs reprises par les Espagnols, par les Français, Espagnols. Mais est-ce que c'est la population civile qui a, à un moment donné, on n'avait plus de place pour les mettre nulle part. En tout cas, on les a enterrés là. Ils sont chrétiens, ils ont été enterrés de manière chrétienne, bien orientés. Mais problème, il n'y a pas de cimetière attesté, il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas d'édifice de culte. Donc pour nous, c'est une énigme totale. Mais bon, c'est une belle découverte, c'est une belle surprise. Voilà, alors l'anthropologue a quand même fait quelques petites études sur les os. Au revoir, à très bientôt. Donc l'anthropologue a quand même fait des études dessus. On a trouvé, voilà, ce sont essentiellement, on a tout, on a des femmes, on a des hommes, on a des enfants, des adolescents, on a un peu tout comme population. On a quand même des anomalies, notamment ici une grosse anomalie, une grosse pathologie au niveau du sacrum. On a une dame qui souffrait d'un truc très peu courant. C'est votre sacrum, en fait, c'est plusieurs vertèbres qui sont soudées, et en fait la dernière vertèbre n'est pas vraiment soudée, donc ça devait bouger. Et là, d'après l'anthropologue, cette pauvre femme devait être en partie quasiment couchée en permanence, avec d'horribles douleurs au niveau du dos. Vous voyez, on rentre vraiment dans la vie quotidienne des gens, vraiment. On va très loin. Là, quelqu'un qui avait un gros problème au niveau d'un abcès dentaire, qui lui a fait une grosse alvéole au niveau du... Il a dû souffrir énormément également. Mais bon, les causes de la mort, on les a pas. Ils sont tous morts en bonne santé, c'est tout ce qu'on peut dire, à part quelques petits problèmes comme ça. Alors, je vais quand même terminer, vous allez me dire, j'espère que c'est pas été trop long quand même. La dernière phase, qui est intéressante. On arrive dans des zones très récentes, à 17e, 18e siècle, on peut le dire, oui, bon, ça c'est anecdotique, mais n'empêche, ça nous a permis de découvrir quelques structures assez surprenantes en plein milieu de la place, vraiment en plein milieu. On a trouvé, vous verrez les photos après, une fondation entourée d'un mur, on a trouvé un puits également, et voilà, tiens, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, un peu bizarroïde, donc vous revoici un petit peu sur le terrain les photos. Une fondation en calcaire, mortier, avec l'emplacement pour mettre un gros madrier en bois, et on sent que la fondation autour vient entourer en fait ce monument, cette chose-là. Alors, c'est tentant d'y voir un édifice, une structure publique en fait. Alors deux possibilités, un gibet, une croix de ville. Une croix de ville c'est possible, hein. Vous avez un public, on est en l'époque moderne, l'époque espagnole, on est au XVIIe siècle, c'est possible qu'on ait une croix en plein milieu de la place. En tout cas, c'est un petit monument, probablement avec un petit podium, certainement, qui devait être situé en plein milieu de la place. Et à côté de ce monument, on a installé probablement également quelque part, au niveau de la datation, on n'a pas pu fouiller au fond, malheureusement, bien entendu. On est probablement début peut-être du XVIIe siècle, on sait qu'il est comblé à la fin du XVIIe siècle, ça c'est sûr. Donc mais c'est un puits public, hein, c'est pas un puits qui appartient à une maison, qui appartient à un civil, non, c'est un puits où les gens, les alentours venaient puiser leur eau, donc c'est une sorte d'alimentation publique d'eau. Donc on a une fondation, un petit podium, un puits, donc là on peut commencer à réfléchir sur l'emplacement, sur le pourquoi de la chose, surtout si en plus on se réfère à la place telle qu'elle était à l'époque, au XVIIe siècle. La place à l'heure actuelle, vous la connaissez, elle a un plan bien déterminé, un plan en triangle assez marqué. Dites-vous que cette plan est plus petite que la place de l'époque médiévale. En effet, il a fallu attendre le XIXe siècle en fait pour redresser en fait toute la partie de la place a été redressée. À l'époque, vous avez deux crouilles en fait qui sont une famille puissante. C'est vrai qu'il y a toute une histoire locale. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on fait une sorte d'amélioration de l'espace face à un hôtel de Crouilly. Je crois qu'on est dans un des hôtels des propriétés de Crouilly à cet emplacement-là. Et on réaménage toute la place et donc on réduit la place médiévale. Et donc le trait rouge qui est là, en fait, c'est le front de place jusque probablement au cours du XVIe siècle, le XVIIe siècle, voire même peut-être XVIIIe siècle, le front de place est là. Et donc si vous remettez notre bâtiment, notre monument, là il se trouve vraiment en position centrale de la place, et là il est vraiment tentant en effet d'y voir un édifice public, genre une croix de ville, avec... Vous voyez, chaque fois on doit reprendre ça, remettre ça dans le cadastre. Alors le fait de réaligner la place anciennement,
ça nous permet également de réfléchir. Vous avez le beffroi qui se situe à l'heure actuelle, qui est ici, qui est un beffroi récent, hein, qui date à peine du XVIIIe siècle, mais le vieux beffroi en fait n'était pas là. En fait, c'est encore un problématique, mais le vieux beffroi doit se situer plus ou moins par ici. Donc peut-être sur l'alignement ancien de la place, et là voilà, le problème c'est la même chose. Il faut être bien fait et voir dans les maisons, mais là, bon, si quelqu'un habite là. Moi, j'ai rencontré, j'ai fait visiter les caves. Monsieur très gentil d'ailleurs qui m'a fait visiter sa maison, le jardin, tout ça, donc. Mais bon, pas trouvé de traces de l'ancien beffroi. On sait qu'il y a en tout cas un puits ou un monument, il y en a un, puisque là vous avez sur le plan mansard, donc qui était un plan du XVIIIe siècle, on voit un petit point là. Il n'est peut-être pas bien localisé par rapport au nôtre, mais on sait qu'il existe quelque chose. Vous voyez, c'est un élément récent. Dommage qu'ils sont partis dans l'ancienne métropole, parce que je ne sais pas si c'est toujours projet de le redessiner, cette chose-là. Il y avait un projet au départ d'éventuellement remarquer au sol l'emplacement du vestige, qui a été sauvegardé. Hein. Normalement, il ne sera pas détruit pendant les travaux. Mais voilà, dans certains cas, ça ne sert à rien de laisser ça visible pour les gens. De toute façon, c'est des fondations qui sont de mauvaise qualité, qui vont s'abîmer. Ça va coûter beaucoup d'argent pour les restaurer. Le plus simple, c'est de tout refermer et de tracer au sol, en fait, c'est l'emplacement de ces vestiges. Et là, c'est marrant parce qu'en fait, on a retrouvé en fait le cœur historique de la place de Condé. Voilà, bah, je crois que c'est fini, hein. J'étais un peu long. Hein, non